Bonsoir. En image, le chef de l'État à Istanbul, en Turquie, où s'est ouvert le sommet extraordinaire de l'OCI. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem est au menu de cette rencontre de l'organisation de la conférence islamique. Et puis Conakry Express va bientôt reprendre le trafic après 5 mois d'arrêt. Une opération de déguerpissement des rails est en cours pour faciliter les mouvements du train dans la capitale. On va s'arrêter à Mamou. La ville célèbre la famille et c'est le cas dans le monde le 15 mai de chaque année. Cette fois, les autorités publiques mettent les projecteurs sur la migration irrégulière en interpellant les familles considérées comme actrices et victimes du phénomène. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Je vous l'annonçais en titre, en bref et en image. Le chef de l'État est à Istanbul, en Turquie, où il prend part à un sommet extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique que la Turquie organise en sa qualité de présidente en exercice de l'organisation. Le sommet se penche sur les derniers développements du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte de Jérusalem. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Sanassi Keita. Actualité nationale, la Guinée s'achemine vers le renouvellement de sa conformité aux normes de l'ITU international, une initiative volontaire qui vise à renforcer dans les pays riches en ressources minières la gouvernance des revenus publics issus de leur extraction. Où en sommes-nous dans ce processus? Mamadou Alpha Baldé nous en dit plus. Avant le 30 juin prochain, la Guinée doit finaliser et publier son rapport ITIE 2016. Pour être dans les délais, le comité de pilotage appuyé par des consultants nationaux et internationaux s'active à rassembler les ultimes données fournies par les entreprises minières. Le constat est qu'il y a 12 sociétés qui n'ont pas encore déposé leur formulaire de déclaration, ce qui ressort un écart important de 86 milliards de francs guinéens. Actuellement, les sociétés vont coopérer, en tout cas elles sont décidées maintenant à collaborer, malgré le retard qu'on a enregistré, que nous pouvons rattraper rapidement pour qu'on puisse avoir un rapport bien élaboré, fiable et exhaustif. Le nouveau rapport en cours d'élaboration est jugé plus explicite et complet. Il couvre l'ensemble des entreprises extractives ayant atteint la barre des 700 millions de francs guinéens payés à l'État durant une année. Comme les rapports précédents, c'était la norme 2013. Maintenant, le rapport 2016 va être établi suivant la norme 2016. Il y a des exigences très importantes là-dedans, surtout les données contractuelles, où vraiment, ce n'est pas que les chiffres seulement qu'il faut donner, mais tout ce qui est relatif au fonctionnement, à l'environnement, la propriété réelle, l'effectif, la production, l'exportation, tout ça, ça va être donné. À l'heure où la Guinée attire la convoitise des grands groupes miniers, le renouvellement de sa conformité aux normes ITIE s'avère indispensable pour le maintien et le renforcement de la compétitivité du secteur extractif du pays aux 2/3 des réserves bauxitiques mondiales. C'est officiel, le cabinet international Louis Berger présente son rapport d'évaluation sur l'étude d'impact environnemental et social. Le document révèle des insuffisances chez certaines sociétés minières. De quoi s'agit-il concrètement? Les explications dans ce reportage de Valérie Talimané. Après 2 mois d'études réalisées dans le domaine minier, le cabinet international Louis Berger présente le rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des sociétés minières en Guinée. L'action vise à mettre en pratique l'initiative présidentielle sur la compensation des impacts des projets miniers sur l'environnement et les communautés locales. Le cabinet a donc été recruté, est parti au niveau de toutes les sociétés en phase de construction ou d'opération pour pouvoir s'assurer que les sociétés respectent les clauses environnementales et sociales, et en particulier en s'assurant que les plans de gestion environnementale et sociale sont correctement élaborés et correctement mis en œuvre.
Au cours de ces études, 9 sociétés minières sont évaluées sur les critères de respect des normes environnementales et sociales. Parmi les sociétés minières évaluées, nombreuses sont celles qui présentent jusque-là des insuffisances. Pour pallier ce manquement, le cabinet formule des recommandations en vue de rehausser la performance des sociétés dans le domaine de la gestion environnementale et sociale. C'est-à-dire sur les 7 points, il y a 5 qui sont en vert et il y a 2 points où on nous demande de parfaire. Et il s'agit notamment de l'EES qui a débuté il y a longtemps. Peut-être qu'il n'y avait pas en ce moment-là des exigences, c'est-à-dire autour de l'EIS, de la façon de gouverner. L'EIS, c'est l'étude d'impact environnemental et social, c'est-à-dire du projet. Les recommandations concernent surtout le niveau central, l'amélioration de la législation, qui présente encore des lacunes, qui sont parfois exploitées par des sociétés qui n'ont pas la culture environnementale, et puis aussi le renforcement des structures de suivi pour le meilleur contrôle des aspects environnementaux et sociaux des sociétés. Avec la publication des résultats de ces études, le défi est lancé pour l'ensemble des sociétés minières du pays. Je vous emmène à Afia, une petite commune rurale de l'Abbé. Sa politique de développement local séduit le programme de développement participatif du Cameroun. Une mission de l'organisation est sur place pour comprendre ce modèle qui pose les bases du développement économique et social de la localité. Afia bénéficie du soutien du projet d'appui aux communautés villageoises. Images et témoignages dans ce reportage de Mamadou Saliouba, notre correspondant dans la région. La commune rurale de Afia est l'une des collectivités locales de l'Abbé à bénéficier de l'accompagnement du projet d'appui aux communautés villageoises. Ici, plusieurs infrastructures sont réalisées à l'image de ces 2 hangars dans le marché de la commune. Ces réalisations ont permis d'intensifier les activités commerciales et générer des recettes pour la commune rurale grâce à la gestion des autorités locales. Avant que le marché ne soit construit, on était exposé à plusieurs difficultés par rapport à l'étalage, le soleil, la pluie. Maintenant, les produits aussi étaient difficiles à conserver parce que le soleil était ardent dessus. Le marché a beaucoup généré depuis que les hangars ont été construits ici. Les ressources mobilisées seulement nous ont permis de faire des investissements locaux ici. Notamment, il y a 6 chambres qui ont été construites à l'école primaire pour 6 enseignants. Avant, ces enseignants, on logeait pour eux, on les payait de location. Ce développement au niveau décentralisé a suscité la visite d'une mission du programme national du développement participatif du Cameroun. Accompagné des cadres du projet d'appui aux communautés villageoises et de la Banque mondiale, les émissaires camerounais sont venus échanger avec les populations de Afia sur la gestion des projets de développement. Et effectivement, on a vu une communauté qui, en son sein, a établi un système de suivi et évaluation participatif qui permet effectivement donc d'évaluer des questions qui posent problème et de pouvoir en sortir avec un plan d'action qui permet de corriger et de rectifier le tir sur les questions qui ne marchent pas. Nous allons tirer le maximum d'expériences utiles, applicables dans notre contexte de ce qu'ils font là-bas. Et ceci, il faut faire la même chose. Et ça va permettre à chacun des projets d'améliorer les outils qu'ils développent. De Afia, la mission mixte s'est rendue dans la commune rurale de Popodara. Ici, les entretiens entre la délégation camerounaise et la communauté ont porté sur le suivi et évaluation des projets de développement locaux. Un échange d'expériences sud-sud entre le projet national du développement participatif du Cameroun et le projet d'appui aux communautés villageoises de Guinée sous l'initiative de la Banque mondiale. Et puis en Moyenne-Guinée, le Congrès national des transporteurs routiers de Guinée se prépare. Le comité de gestion procède à l'installation des antennes préfectorales avant le grand jour. Notre équipe suit pour nous cette campagne. Regardons ce reportage de Mohamed Seyar Souma. C'est une révolution au sein de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. La structure compte identifier tous les conducteurs de gros porteurs à l'Abbé et à Pita. Les bureaux ainsi validés auront pour tâche de mener le processus.
Les différents membres réitèrent leur engagement au bureau de Conakry. Une nouvelle synergie prend forme. Des fois, il y a des chauffeurs qui vont trouver qu'il est en déplacement. Donc, il faut qu'on l'attende à leur retour pour le rechanger. C'est pourquoi on n'a pas tout. Ceux qui sont là sur place, et on a rechangé tout. Bon, on avait une idée, autant de camions DAF, autant de Renault ici. On a beaucoup de véhicules qui n'ont pas encore recensé, mais avec l'appui du syndicat, on fera tout. On va transmettre ça à l'Union nationale. Cette identification va favoriser la résolution efficace d'éventuels problèmes. On cite un exemple, la surcharge et le stationnement fantaisiste sur les voies publiques. À cela s'ajoute l'interdiction des mineurs au volant. Avec les réformes, les fautifs seront forcés d'abandonner ces pratiques. Pour l'heure, la corporation se réorganise à travers le pays. Le stationnement sur les voies, mais que cela soit évité, que des gares voitures ou des espaces soient réservés aux camions. Nous demandons en tout cas de bonne volonté, surtout le président de la République, d'accepter encore de plus pour qu'il y ait la facilité pour les transporteurs de PITA. Une fois réalisée, l'identification des conducteurs de gros porteurs à l'Abbé et à Pita mettra un terme aux longues années de dysfonctionnement au sein de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, conduite par un comité de gestion depuis mai 2017. Merci pour ce reportage. Je vous l'annonçais en titre, le train Conakry Express va bientôt reprendre le trafic. 2018 ne l'a pas vu encore tourner, il s'est arrêté depuis janvier. 5 mois après, ces rails sont transformés en dépotoir d'ordures et cela semble inquiéter l'agence de salubrité et la société Chemin de Fer. Elle lance une campagne commune d'assainissement de la voirie, comme le montre ce reportage de Abouakar Junior Camara. C'est parti pour le nettoyage du chemin de fer Russal CBK. L'opération est lancée par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. C'était la condition exigée par la CBK pour que Conakry Express reprenne service. Nous répondons à une très grande préoccupation de M. le Président de la République, à savoir assainir les voies, permettre aux trains de circuler afin de faciliter la fluidité de la population. Nous avons déjà fait les 24 km sur toute la ligne. Pour nous, vraiment, tout est prioritaire parce qu'à tous les niveaux, il faut dégager la voie pour que le train puisse circuler. On a pris toutes les dispositions grâce à la bonne volonté du chef de l'État qui a ordonné à l'agence de salubrité de procéder à ce ramassage. Ce n'est pas seulement dans cette zone. Ça va être de petits bateaux jusqu'à Kagbele. Ce n'est qu'un début qu'on est en train de suivre. Le train a été immobilisé depuis le 15 janvier dernier. Les chefs de quartier se réjouissent de ces opérations et s'engagent à accompagner les autorités dans l'assainissement des rails. Nous allons sensibiliser à partir de la mosquée. Nous allons les informer qu'ils vont nous envoyer des bacs à ordures, des poubelles. Toute personne qui viendra désormais, que ce soit de la commune de Matoto, de la commune de Dixine, de la commune de Mata, puisque ce sont les 3 communes-là qui font le travail là. Ce sont les éléments de ces 3 communes-là qui jettent les ordures ici. Nous aussi, on fera tout possible pour que les gens se mettent les ordures maintenant dans les poubelles. Les points noirs identifiés entre le port et Kagbelin seront d'urgence nettoyés pour permettre à Conakry Express de circuler en toute sécurité. Une mesure qui va soulager les usagers en ce début de mois saint de Ramadan. L'opération a coûté plusieurs millions de francs guinéens à l'État guinéen. Une autre campagne, cette fois, de désenclavement des zones agricoles de Kindia et Forikaria, une initiative de la mission d'évaluation des chantiers. Elle s'intéresse aux ouvrages de franchissement et routes en construction. Comment avancent les travaux? Élément de réponse dans ce reportage d'Ansoumane Toumani Kamara. Dans la région de Kindia, la mission d'évaluation des travaux routiers a visité ce pont de 14 mètres. Situé sur l'axe Samaya-Dantoumaya, l'ouvrage réalisé facilite ainsi l'évacuation des produits agricoles de cette contrée vers la cité des fruits et légumes. Des infrastructures financées par le budget national de développement pour désenclaver les zones agro-pastorales du pays.
C'est une satisfaction totale pour nous. Il y a 7 ans que nous faisons face à d'énormes difficultés pour traverser ce cours d'eau. Désormais, nous n'avons plus de soucis pour drainer nos produits agricoles vers Kindia. Dans l'ensemble, vraiment, les entreprises se sont mobilisées et se sont données à fond pour être dans le délai contractuel et dans l'exécution des règles de l'art. Dans la préfecture voisine de Forêt-Caria, un tronçon de 27 km est en chantier depuis quelques mois. Au passage de la mission, les travaux sont exécutés à 95%, déclare l'entreprise contractuelle. Et dans quelques semaines, l'infrastructure sera ouverte au trafic. À l'heure où nous sommes en train de faire le reprofilage et la construction des ouvrages. Il y a 27 ouvrages de franchissement et 2 ponts de 8 mètres linéaires. Le délai d'exécution est de 7 mois, de décembre au juin. Les 100% des chantiers visités, nous avons trouvé que vraiment sur les 80%, les choses sont en marche. Ce que nous avons vu sur le terrain et ce qu'on nous donnait comme information sont différents. Et les visites continuent. Ces missions inopinées d'évaluation des chantiers routiers se sont rendues en forêt et en Basse-Guinée. Les chantiers de la Haute et de la Moyenne Guinée seront les prochains sites à visiter. Pour les autorités du ministère des Travaux publics, ces visites de terrain permettent de s'assurer de l'état d'avancement des chantiers conformément aux normes consignées dans les cahiers de charges. Et puis Conakry abrite une réunion de partage d'expériences sur les droits et devoirs des réfugiés. L'objectif est d'insister sur le respect des conventions internationales, une initiative de la Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés en Guinée, avec le soutien du Haut Commissariat des réfugiés, Maurice Sidibé. Le déclenchement des conflits armés dans certains pays limitrophes dans les années 90 a entraîné des flux massifs vers la Guinée, avec près d'1 million de réfugiés accueillis sur le territoire. Avec les solutions de rapatriement volontaire, seulement 5 000 réfugiés vivent actuellement en Guinée, notamment dans les camps de Kouankan 1 et 2 en région forestière. Certains de ces réfugiés, après plus de 15 ans de séjour, ont réussi à s'intégrer légalement dans notre pays. Quand vous avez de l'argent à sortir au niveau d'une institution de microfinance, on vous dit que non, vous êtes réfugié, votre document n'est pas valable, on ne peut pas donner de l'argent par rapport à ça. C'est ignorer vraiment le devoir, c'est le brimer dans son devoir. Quand le réfugié a un enfant, et normalement, il a droit à l'extrait de naissance de son enfant. Même s'il n'est pas guinéen, il a le droit à l'extrait de naissance de son enfant. Mais il y a des réticences de certains agents par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire réellement de faire venir toutes ces structures qui sont directement en face des réfugiés par rapport à leur vie quotidienne. Pour mieux assurer désormais une meilleure protection aux réfugiés sur le sol guinéen, les acteurs intervenant dans le domaine partagent les expériences. Les échanges portent sur le statut, les droits et les devoirs, tout comme les conventions et les traités internationaux relatifs aux réfugiés. Parmi ces acteurs autour de la table, les services de sécurité, les premiers en contact avec les réfugiés avant leur déclaration aux organismes d'accueil. Leur présence ici s'explique quand ils sont en affaire avec un réfugié, comment ils doivent les traiter, qu'est-ce qu'ils doivent être comme principe à appliquer à ces réfugiés et quelle est la responsabilité des services de sécurité en termes de protection à ces réfugiés. Nous sommes des acteurs en charge de l'application de la loi. Si nous sommes vraiment édifiés, nous pensons que nous pourrons changer nos méthodes dorénavant pour mieux faire en sorte qu'en Guinée, nous puissions quand même faire du respect de la dignité humaine et du droit de l'homme une réalité. À ce jour, les dossiers de plus de 65 demandeurs d'asile sont en examen à la Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés, une instance gouvernementale en charge des personnes ayant fui les guerres et persécutions dans leur pays d'origine.
Le 15 mai de chaque année est consacré à la famille dans le monde. La Guinée célèbre l'événement à Mamou, une région où l'immigration irrégulière se développe, l'occasion pour les autorités publiques d'interpeller les familles sur leur rôle dans la sensibilisation des jeunes sur les risques liés à la pratique, la famille étant, selon les cas, actrice mais aussi victime de l'immigration irrégulière. Le point avec Mamadou Patibaldé, notre correspondant de la région. Mamou, ville carrefour, est considérée de nos jours comme le point de départ et de transit de nombreux jeunes migrants. Un phénomène qui continue chaque année d'endeuiller de nombreuses familles dans cette région. D'où le choix de cette ville carrefour pour célébrer la journée internationale de la famille. Famille, actrice et victime des migrations irrégulières, c'est le thème central retenu par la communauté internationale. Il s'agit pour les initiateurs d'expliquer aux populations les causes et les conséquences de ce voyage clandestin. Mamou était un carrefour par rapport à cette migration. Donc, les familles sont affectées, mais les familles aussi contribuent malheureusement à cette migration irrégulière. Et c'est important qu'on aille vers une sensibilisation pour que ces familles comprennent que en s'impliquant dans le projet migratoire de ces jeunes, donc le projet migratoire qui est un projet de migration irrégulière, ces familles ne font qu'accentuer ce phénomène de migration irrégulière. La question de la migration irrégulière fait partie des questions justement stratégiques. Et nous, UNFPA, la façon dont nous voyons ça, et surtout au niveau des familles, c'est-à-dire que nous voyons ça comme étant des effets collatéraux ou bien des effets non maîtrisés d'une démographie qui n'est pas maîtrisée. Depuis le début du rapatriement, l'OIM soutient la Guinée dans la prise en charge psychosociale des migrants retournés. Ces deux familles, par exemple, ont bénéficié de cet appui. L'OIM a pris des dispositions en accord avec le gouvernement de notre pays pour faire en sorte que cela cesse. Et beaucoup de dispositions ont été prises dans le sens de l'amélioration de l'arrêt de la migration dans le pays. Et je crois que c'est un très bon voie. Le ministère de l'Action sociale souhaite, à travers les activités que nous allons mener d'ici pour le reste du mois, sensibiliser davantage les familles à Mamou et les populations, les jeunes, les plus concernés, les femmes, les enfants. Vous avez dit tantôt qu'on a parlé d'un mineur. Donc personne n'est exclu, mais que chacun sache que l'Eldorado peut être ici aussi en Guinée. Pour couronner en beauté cette fête, l'orchestre Les Bafing Jazz de Mamou a tenu autorités et population en haleine, comme pour dire que la lutte contre les migrations irrégulières implique chacun et tous. Santé, c'est une bonne nouvelle pour les assistants techniques nationaux du projet Labogui. Ils reçoivent des engins pour assurer la supervision des activités des laborantins sur toute l'étendue du territoire national. Une assistance de la Fondation Mérieux en collaboration avec l'Agence française de développement Samaratono. Parmi les défis du secteur de santé décelés durant le passage de la maladie à virus Ebola figure le manque de fiabilité des analyses biomédicales. Pour accroître l'accès à un diagnostic de qualité aux personnes vulnérables, la Fondation Mérieux augmente la capacité de mobilité des laborantins. L'institution met une dizaine de véhicules 4x4 à la disposition des agents techniques nationaux du projet Labogui, laboratoire de Guinée, basé à Conakry et dans les 7 régions administratives. Ces véhicules sont venus parce qu'on a mis un système, premièrement, de supervision, de coaching direct, et d'appréciation des réalités sur le terrain. Et au sortir de cela, on propose un plan d'amélioration, tant sur le plan infrastructure qu'en termes d'amélioration des compétences des ressources humaines, qu'en termes d'équipement. L'octroi de ces engins roulants devrait permettre au département en charge de la santé de mieux coordonner l'activité des laboratoires d'analyse biomédicale dans tout le pays. L'une des stratégies clés de ce projet, c'est le coaching de proximité. C'est-à-dire, c'est une stratégie pour suivre de près le personnel du laboratoire régulièrement pour renforcer les pratiques. Donc en cela, nous avons recruté des assistants techniques nationaux qui sont dans toutes les directions régionales qui vont animer cette stratégie. On a eu de sérieux problèmes avec Ebola, on n'a pas pu poser le diagnostic à temps parce que le laboratoire était faible. On n'avait pas tout ce qu'il fallait pour faire le diagnostic. Donc eux, ils vont pour voir
Où sont les problèmes? Identifier les problèmes, remonter les informations au niveau du ministère de la Santé pour que des solutions correctrices soient trouvées. Donc c'est surtout pour améliorer l'accès des populations à des moyens de diagnostic plus fiables, plus sûrs, pour que vraiment l'amélioration de la santé de la population soit une réalité. Lancé il y a quelques mois, le projet Labogui se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins dans toutes les structures sanitaires du pays par des analyses biomédicales de qualité. Une vision qui devrait également permettre à la Guinée de prévenir l'avènement de tout cas d'épidémie. C'est une distinction honorifique pour le colonel Ibrahima Khalil Touré. Il reçoit un prix de l'ONG Tabala qui récompense chaque année les personnes qui œuvrent dans la promotion de la culture de l'excellence dans le domaine de la santé. Safrin Tenen Koulibaly, Mama Issata Kamara. Détenteur d'un doctorat d'État en pharmacie, militaire de carrière, le colonel Ibrahima Khalil Touré est depuis 31 ans dans les rangs de l'armée guinéenne. Spécialiste de politique pharmaceutique et gestion des hôpitaux de l'armée, il est réputé pour son sens de rigueur et de service. Aujourd'hui, il reçoit le premier prix du meilleur pharmacien de l'année 2017, dénommé prix Gabriel Sultan. La première activité que j'ai menée et dont je suis très fier, c'est quand j'ai créé le réseau de laboratoires avec la coopération militaire française. Deuxième activité, c'est la formation des jeunes, la spécialisation des jeunes personnes militaires que nous avons reçus. Troisième action dont je suis très fier, c'est la contribution du service de santé des armées, je vais dire des forces armées guinéennes dans la réponse face à Ebola. Ce prix magnifie l'engagement du colonel Ibrahima Khalil Touré dans la promotion de la santé en Guinée. Il y a d'abord la volonté du lauréat à s'investir dans l'encadrement des jeunes, dans la formation professionnelle continue, dans la promotion de la santé et aussi dans la liaison entre le médecin et les malades. Mais le critère majeur, c'est la promotion de la santé. J'ai commencé à travailler avec lui depuis 2014. Durant tout le temps que nous sommes en train de faire ensemble, son seul défaut, c'est qu'il dit la vérité. Il te le dit là où tu ne penses pas qu'il va te dire. Ce prix de promotion de l'excellence, décerné au colonel Ibrahima Khalil, l'encourage à s'engager davantage dans le perfectionnement de son service au sein de nos unités de défense. Comment impliquer les femmes dans la prévention et la résolution des conflits? La question préoccupe l'Église de Guinée qui mobilise l'Organisation catholique pour la promotion humaine au CPH, Catholic Relief Service ou CRS, ainsi que le réseau WANEP Guinée et ses partenaires autour de modules de formation en faveur des leaders religieux appelés à insister dans leur prêche sur la participation des femmes à la vie politique. Compte rendu, Saint-Martin Francina-Duno. Pour relever le niveau d'implication des femmes dans le processus de dialogue, de réconciliation et de promotion de la paix en Guinée, la direction diocésaine de l'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH Caritas Guinée sollicite l'appui des leaders religieux. Imams, prêtres et pasteurs sont invités à prêcher dans leur lieu de culte les textes coraniques et bibliques qui amèneront les hommes à mesurer la place des femmes dans la résolution des conflits, puis une paix durable dans nos communautés. Nous savons que les femmes ont une certaine prédisposition qui a tendance à ouvrir les portes à la paix. Elles sont plus ouvertes à la vie, elles sont plus sensibles aux besoins des autres, à leurs préoccupations. Et quand il y a des difficultés et qu'elles se sentent fautives, elles sont plus ouvertes à faire une démarche de paix et de réconciliation. Quand bien même que la femme est dans le tort, enfin, ou quand bien même elle a raison, c'est elle qui est victime, elle a toujours aussi cette tendance-là à aller vers les autres pour faire la paix et se réconcilier. La paix, c'est notre habitude de dire ça dans les mosquées, dans les cérémonies. La Guinée, on ne peut pas évoluer sans la paix. La paix, c'est la base de toutes choses. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas prier correctement.
s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas vivre normalement. Ce qu'on va vous dire, tous les Guinéens, on va donner les mains pour constituer la paix chez nous. Ces tests religieux seront identifiés et traduits dans les langues locales afin de soutenir le plaidoyer pour une large participation des femmes à la vie politique et à la réconciliation nationale. On ne peut pas être en paix dans la société sans être en paix dans la famille. Donc chacun de nous doit être impliqué à vivre la paix, à faire la paix depuis la maison. L'éducation des enfants, à aimer les autres, à éviter la violence, à éviter d'allumer le feu sur le goudron, à éviter de prendre les cailloux pour caillasser les autres. Cette approche de l'Organisation catholique pour la promotion humaine de Catholic Relief Service et du réseau WANEP Guinée est appuyée par l'USAID. Pour prévenir et gérer les conflits, le projet de cohésion culturelle pour la paix et la prospérité met en place 3 plateformes. Déjà, 120 jeunes ambassadeurs de la paix sont identifiés, soit 40 dans chacune des communes de Conakry. Des jeunes et des femmes, tous leaders, qui auront pour rôle de promouvoir la paix dans leur communauté. Et puis notre rubrique, la Guinée en bref, une compilation d'images sur l'actualité nationale commentée par Younous Ataouel Kamara. Suivez. Sur demande de l'OMS, la Guinée vole au secours de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ces jeunes épidémiologistes guinéens partent pour la région de l'Équateur où l'épidémie a refait surface. La Guinée est le seul pays aujourd'hui à avoir une expérience dans la vaccination en ceinture contre la maladie à virus Ebola. Donc à la suite de la déclaration de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Congo, l'OMS, à travers son leadership, a sollicité l'appui de la Guinée. Donc appui que le président de la République a bien voulu, demande que le président de la République a bien voulu satisfaire. Le médiateur de la République a reçu en audience le responsable du système des Nations Unies en Guinée. Les entretiens ont porté essentiellement sur la méthode de collaboration entre ces deux institutions en vue de contribuer au renforcement de l'unité nationale en Guinée. Nous avons aussi apprécié son approche de dire qu'il ne va pas attendre pour régler les conflits, mais plutôt il va anticiper. Et sur cela aussi, c'est notre joie. Nous nous réjouissons de voir que l'institution qu'il incarne privilégie la prévention plutôt que le conflit. Et c'est donc aussi une joie pour les Nations Unies de voir que la prévention est mise en avant. Plus de 700 livres de droit sont offerts au ministère de la Justice à travers le Centre de formation et de documentation judiciaire. Le geste est du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée. Ces ouvrages qui traitent les questions des droits de l'homme en Guinée sont destinés au personnel judiciaire du pays. Je viens de visiter un peu le titre des ouvrages donnés. Ça recoupe un peu tous les aspects des droits de l'homme et même de la jurisprudence. Au-delà même des jeunes gens qui ont rentré au centre de formation, les auditeurs, les greffiers, mais les magistrats en exercice vont les utiliser à bon escient. Des tonnes de riz, de poissons et de poulets sont mises à la disposition du marché par Sony Pêche pour soulager les consommateurs durant ce mois saint du Ramadan. Elle prend des dispositions 3 mois en avance pour le mois de Ramadan, pour ne pas être en rupture de stock. On réduit les prix au Ramadan pour que la population soit ravitaillée du poisson, du poulet et du riz. On a déjà du stock de riz, à peu près 50 000 tonnes qui sont prêts à la population guinéenne dès maintenant. On a 8 000 tonnes de poissons de stock aussi pour la population. On a aussi un stock de poulet de 2 000 tonnes pour le Ramadan. Et je promets la population guinéenne qu'il n'y aura pas de rupture de stock et les prix seront toujours au minimum le même prix.
S'inscrire au CAMES pour obtenir des grades académiques ne sera plus un mystère pour les cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une expertise nationale à la matière a suffi pour lever le voile qui a longtemps empêché des enseignants-chercheurs. La Guinée est en retard sur les autres pays. Depuis 1993, la Guinée est membre. Seule la faculté de médecine et de pharmacie présente des candidats au concours d'agrégation. Et l'atelier d'aujourd'hui est bienvenu pour faire un plaidoyer pour les autres institutions d'enseignement supérieur, en droit et sciences économiques, en mathématiques, en physique et les autres spécialités. Voilà, c'est tout pour les infos. Je vous retrouve demain à 20h30. À 13h, vous serez avec Makali Souma. Merci de nous regarder, notamment à Lille, Toulouse et dans le 20e arrondissement de Paris. Bon Ramadan aux musulmans et bonsoir.